beaucoup, Boubacar Alpha Khan. Retour à Paris sur le plateau avec nos invités. Tout à l'heure, le chef de l'État malien, ATT, faisait un bilan. Il est revenu un peu sur l'aspect économique de cette fête et surtout de l'action menée par ses prédécesseurs. Là, j'ai vu dans un journal malien, les Républicains, les déclarations d'un ancien ministre des Finances. Il est aujourd'hui vice-président de la BAD. Il s'agit bien sûr de M. Bassirou Touré, que vous connaissez très bien. Alors il dit c'est qu'en indépendance, malgré les financements, malgré les stratégies adoptées, le Mali doit faire face à des phénomènes de paupérisation grandissants. Oui, je pense que tout observateur averti retiendrait qu'il reste beaucoup de choses à faire dans notre pays. Ça, c'est évident. Il y a une paupérisation, bien évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faudrait voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les contraintes auxquelles nos gouvernants ont été de tout le temps confrontés. Le Mali est un pays pauvre, faisant partie à un moment des pays très pauvres, endettés. À l'occasion de ce cinquantenaire, je pense que ce qui est important, c'est non seulement de faire ressortir ce qu'il y a de mieux, mais également, effectivement, de ne pas occulter la réalité. Oui, il y a une paupérisation, il y a une pauvreté au Mali, mais il y a également des choses assez importantes qui ont été faites depuis l'indépendance, sur le plan du désenclavement notamment, des routes, sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan de la santé. Il y a des choses importantes qui ont été faites et qui doivent aujourd'hui être portées au crédit de ceux qui l'ont fait. Et je pense que Bassari a raison. Il y a une paupérisation, mais face à cette paupérisation, il y a des actions importantes qui sont en cours, qui méritent d'être citées. On va peut-être retourner la même question à M. Keïta. Quel bilan faites-vous Oui, donc concernant excusez-moi. Concernant le propos de Bassari Touré, je crois que le constat est pertinent et cela relève un peu du choix économique de nos dirigeants. Mais je pense que la question de ce choix, en fait, la problématique, elle se pose depuis l'indépendance. Quelle option il faut pour le pays pour pouvoir décoller réellement? Je pense qu'aujourd'hui, malgré les investissements faits au niveau de la réalisation des infrastructures, je crois que le problème demeure et quelque part ça s'amplifie même. Et à mon avis, il ne faut pas occulter un aspect essentiel de notre histoire. Et c'est, comment dirais-je, le 26 mars qui a, comment dirais-je, exprimé un peu l'aspiration des peuples du Mali pour pouvoir parvenir à bout de cette pauvreté, de cette misère. Mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Il y a des points assez positifs. Mais on peut les évoquer. Les points assez positifs, on peut les évoquer. Je pense qu'en termes de réalisation d'infrastructures, comme le président l'a signalé hier dans son discours, de l'indépendance à nos jours, il y en a eu énormément. Et il faut scinder cela en plusieurs étapes, c'est-à-dire de 60 à 68, il y en a eu qui ont été faites. De 68, je pense, à 91, il y en a qui ont été faites. Et de 91 à aujourd'hui, je pense que beaucoup ont été faits sous le régime démocratique. Et construction de routes, construction de ponts, désenclavement, beaucoup de choses ont été faites. Mais à cela dit, une démocratie très jeune finalement. Une démocratie très jeune qui est d'ailleurs le processus continu, car l'aspect économique et social de cette démocratie reste à réaliser. L'aspiration portée par le Malien qui se traduisait en ce terme, c'est-à-dire le cocadier, qui se traduisait en ce terme anti-corolien fait faux croire, je pense que ce contenu social et économique du 26 mars reste réalisé. Même si quelque part les chefs d'État fournissent des efforts, je crois que l'essentiel reste à faire. Quand on investit des milliards et qu'il n'y a pas l'impact économique direct sur l'emploi des jeunes, sur le niveau de vie des Maliens, sur l'augmentation du niveau de vie des Maliens, je crois que cet investissement quelque part, même s'il n'est pas minime, mais est problématique par rapport au pays. Elle est problématique par rapport aux nouvelles générations, car il faut reconnaître que nos États n'arrêtent pas de s'endetter pour pouvoir se développer. Alors, où va cet argent? Parce qu'il ne va pas là où, dans les secteurs où il devrait être investi, d'après ce que vous dites. Donc, l'argent, peut-être il y a une partie qui va dans ces secteurs. Bon, le reste, il faut se poser la question. Je pense qu'elle est posée à tout Malien. Et par rapport à cela, les différentes organisations politiques et autres essayent de se démêler pour que ce problème de corruption que connaît toute l'Afrique, et le Mali en particulier,
puisse trouver sa réponse dans des actions politiques concertées impliquant nos populations. Et je crois qu'en la matière, je m'excuse, la CAR est en train effectivement d'avoir un programme ambitieux pour le Mali qui intègre ce double aspect économique et social de notre démocratie pour pouvoir mieux l'harmoniser, pour que la majorité de nos populations ne soit pas exclue du processus démocratique, qu'on puisse les concerter pour le devenir du pays, quand le pays s'endette et pour les investissements. Monsieur Manka, je reviens à vous avec cette déclaration, cette nouvelle déclaration du vice-président de la BOAD qui dit que le mal malien, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le Fonds monétaire international, ce n'est pas du tout la France, mais c'est aux Maliens eux-mêmes d'assumer l'entière responsabilité de la gestion de leur pays. Je pense que c'est une analyse très juste. L'analyse que moi je ferai de la situation économique, sociopolitique du Mali, je la scinderai en 3 parties. Premièrement, je pense que de 60 à 68, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits sur le plan industriel. Plusieurs entreprises ont existé à cette époque-là. Le Mali, ces années-là, était celui qui avait le plus grand nombre d'industries dans la sous-région. Je pense à la Socoram, je pense à l'IMACI. Il y avait une dizaine d'entreprises à l'époque. Exact, qui étaient des entreprises maliennes. Il y avait également une organisation du commerce qui avait été faite et qui rapprochait les populations de la décision. Malheureusement... Vous évoquez le socialisme de Modibo Keïta. Justement, c'est le socialisme de Modibo Keïta, en tout cas la tournure de ce socialisme qui a mis en échec ce processus de développement économique avec l'institutionnalisation de la milice populaire, la révolution active globale, qui ont été des étapes douloureuses de notre pays. C'est d'ailleurs à cause de cette situation liée à la milice que le pouvoir de Modibo Keïta a été renversé. Et donc, il y a eu comme un coup d'arrêt par rapport à l'élan économique que le Mali avait connu. À partir de cet instant-là, nous avons connu une étape caractérisée par la Deuxième République. Le débat, on peut l'avoir. Pour ma part, je pense que l'élan que les dirigeants de la Deuxième République avaient stoppé n'a pas eu en face une alternative économique, politique crédible, avec des résultats efficaces. Puis est arrivé, oui. Très bien. On va juste se rendre à Bamako où l'on voit le président malien Amadou Toumani Touré donc passer en revue les troupes maliennes. Le défilé ne devrait pas tarder à débuter, Jules. Hein? En tout cas, les téléspectateurs ont aperçu les images du chef de l'État qui passait en revue les troupes. On va revenir à votre commentaire, oui, monsieur. Je disais donc qu'il y avait eu un élan qui a été arrêté, à juste raison, parce qu'effectivement, les libertés publiques se sont senties brimées dans cette action de la milice. Et il y a eu les mécontentements. Il y a eu effectivement, à cause de cette option bien marquée, trop marquée du socialisme, il y a eu effectivement un mécontentement qui a donné lieu à un coup d'État militaire en 1968. De 1968 à la révolution du 26 mars, et il n'y a pas eu, je crois, une grande avancée politique dans la mesure où les libertés fondamentales... Il y a le président malien qui monte dans son commande-car. On le voit à l'image. On peut continuer toujours. Oui, dans la mesure où les libertés fondamentales se sont senties brimées, les énergies n'ont pas été assez libérées pour permettre un vrai décollage économique, politique dans notre pays. Puis est arrivé le 26 mars. Pour moi, le 26 mars est le point de départ d'une politique réelle, démocratique, économique. En ce sens que le 26 mars a permis une conférence nationale qui a réuni toutes les parties prenantes dans notre pays et qui a donné lieu justement aux institutions démocratiques qui ont fait élire démocratiquement
un président de la République, Alpha Omar Konaré, qui a été affronté justement aux revendications sectorielles importantes à ce moment-là, parce que on sort d'une dictature où les gens étaient brimés, où il y avait pas la liberté de presse n'existait pas, il n'y avait aucune liberté en fait, toutes les libertés étaient contrôlées. Et donc quand Alpha Omar Konaré est arrivé après effectivement les quelques mois de Amadou Toumani Touré, il a été confronté justement à une grande à un grand bouleversement que l'on pouvait analyser comme étant une envie énorme de la population de se libérer, de se prendre en charge. Et à partir de là, Alpha, dans son premier mandat, a été essentiellement confronté à cela. Comment asseoir la démocratie ? Comment faire de la démocratie un levier de développement économique? Comment la liberté de presse qui a été instaurée avec des radios libres en quantité, des journaux privés, etc. Peut-être canaliser. Comment canaliser tout cela pour les mettre au service du développement du pays? Pendant son premier mandat, je pense qu'il a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. On va poursuivre sur ce débat justement très intéressant. Ouais. Mais tout de suite, on va marquer une petite pause, une page publicitaire, et on revient tout de suite en direct pour suivre la suite donc, de ces festivités du cinquantenaire en direct de Bamako. À tout de suite.